Bienvenue dans le troisième chapitre du thème corps humain et santé, qui s'intitule Choisir ou non d'avoir un enfant. Ce chapitre donc fait partie d'une grande thématique qui s'appelle Qu'est-ce qu'une sexualité responsable vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ce thème, on le poursuivra l'année prochaine, donc en troisième. Dans un premier temps, on va essayer de donner une définition à ce qu'est une sexualité responsable. Alors, tout d'abord, ce qu'est la sexualité. La sexualité, c'est l'ensemble des relations intimes entre deux personnes. D'accord? Donc, c'est pas seulement que les rapports sexuels et la reproduction. Dans un but de reproduction, c'est vraiment toute l'intimité qu'il peut y avoir entre deux personnes et aussi donc tous les petits gestes d'affection. La sexualité, c'est aussi donc les préférences amoureuses, d'accord, ou les désirs sexuels. Donc la sexualité peut être hétéro ou gay ou lesbien, et comme le dit la légende, I'm sorry, but I can't see the difference. C'est pareil, on est là pour parler donc de préférences amoureuses, donc en termes de sentiments, et de désirs sexuels. D'accord? Donc on est là dans l'intimité de deux personnes, cette intimité donc ne concerne que les deux personnes du couple. Maintenant, si on veut que cette sexualité soit responsable, eh bien, il va falloir justement respecter un certain nombre de choses. Si on n'a pas le consentement de l'autre dans sa sexualité, c'est-à-dire si on impose à l'autre sa présence, si on lui envoie des SMS en permanence pour le relancer, alors que la personne a dit non, c'est-à-dire qu'on n'a pas son consentement, eh bien c'est considéré par la loi comme une agression. D'accord? Donc il faut avoir le consentement de l'autre, on est responsable, on est respectueux de l'autre, donc on veut son consentement. Cette campagne est très claire, sans oui, c'est non. Donc on doit avoir le consentement de l'autre. C'est une question donc de respect. D'accord? Si la personne a dit non, c'est-à-dire si vous ne l'intéressez pas, même si c'est simplement votre présence qui ne l'intéresse pas, vos gestes, etc., eh bien si vous ne respectez pas l'autre, si vous insistez, à ce moment-là, on tombe dans le harcèlement sexuel. Alors, contrairement à ce que l'on imagine, il n'y a aucun objet qui est responsable du fait qu'une jeune fille se soit faite harceler ou qu'un jeune garçon soit fait harceler. Je prends l'exemple d'une jeune fille. C'est pas parce qu'elle portait des talons hauts, c'est pas parce qu'elle était en robe courte, c'est pas parce qu'elle était en maillot de bain ou qu'elle était très apprêtée, donc très jolie, qu'elle est responsable du fait qu'elle se soit fait harceler. Le seul responsable du harcèlement, c'est le harceleur. Lorsque vous insistez auprès d'une personne et que vous continuez à la relancer et que vous la harcelez, vous ne la respectez pas et vous êtes responsable de ce harcèlement, responsable même devant la loi. Sans consentement, c'est une agression. Donc le harceleur est le seul responsable, l'agresseur sexuel est le seul responsable. Ensuite, avoir une sexualité responsable, c'est aussi toujours une question de respect. Respecter les orientations sexuelles de chacun. D'accord? Moi, j'ai choisi telle ou telle orientation. Je sais qu'il en existe d'autres, même si je ne suis pas forcément attirée par les mêmes personnes, je vais quand même respecter. Voilà, respecter ses choix. Alors c'est très important aussi dans une famille, c'est très important aussi entre frères et sœurs, d'éviter peut-être aussi d'exclure voilà, un membre de la famille parce qu'il ne suit pas le schéma classique, entre guillemets, de l'orientation sexuelle imposée voilà, par la norme. Il n'y a pas de norme, si vous voulez. Quand on parle de sexualité, c'est qu'on est amoureux de quelqu'un, on est attiré par quelqu'un, on a envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, et donc ça on ne le contrôle pas. On ne contrôle pas ses sentiments ni ses désirs, par contre on ne doit pas les imposer aux autres pour une question de respect, respect de l'autre et respect de soi-même. Il ne faut pas devenir un harceleur. Donc ne vous laissez pas non plus guider par les instincts, soit amoureux ou tous vos sentiments, et puis le reste, c'est quand même la raison qui doit, d'accord, la raison, la maturité qui doit quand même primer. Donc on respecte ça, le choix des autres. Alors, être responsable dans sa sexualité, c'est aussi prendre conscience que lorsqu'on a un rapport sexuel avec une personne, même si on n'a que 13 ans, 14 ans, 15 ans, à partir du moment où, les filles, vous avez vos règles tous les 28 jours, à partir du moment où vous, les garçons, tout fonctionne très bien d'un point de vue du sexe, etc., vous pouvez donc, après un rapport sexuel qui se fait pendant la période féconde de la jeune fille, vous êtes donc tous les deux responsables du fait qu'il y ait peut-être un enfant qui soit mis au monde.
Donc, quand on est responsable, on est conscient qu'on peut concevoir un enfant au moment où on a ce rapport sexuel. D'accord? On sait qu'on est fécond, qu'on est fertile, même si on n'est pas encore, j'allais dire d'un point de vue social, adulte. Donc, il faut bien choisir le moment où on conçoit un enfant. Je suis responsable, je sais qu'à ce moment-là, je peux devenir père, je peux devenir mère, donc je fais attention de bien choisir le moment où on conçoit ou on ne conçoit pas un enfant. C'est-à-dire que je vais choisir d'avoir une contraception pour éviter d'être père ou mère à un moment donné où c'est vraiment pas le moment. Ni pour cet enfant, ni pour moi, ni pour ma famille, ni peut-être pour le partenaire. Donc, cette contraception, eh bien, on va en donner une première définition. Vous écrivez bien ça dans votre cahier, s'il vous plaît. Ce qui était juste avant, c'était vraiment une introduction, vous n'êtes pas obligé de le copier, la vidéo suffit. Alors, cette contraception, ça désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Alors, le mot contraception vient du latin contra, qui veut dire contre, et concipere, qui veut dire concevoir. Donc, on essaye de ne pas concevoir une vie à un moment donné où on ne pourrait pas l'assumer. Elle est définie par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de concevoir, ou alors carrément l'éviter. Donc on agit en amont. La contraception, c'est éviter de concevoir une vie à un moment donné où ce serait vraiment pas bon, ni pour l'enfant, ni pour nous. Donc, elle va permettre à la femme, à la jeune fille, de contrôler, de réguler ou de planifier, dans le cas vraiment d'une jeune femme mature qui veut des enfants, l'apparition des naissances. Donc, on donne toutes les cartes en main à la jeune fille, mais aussi au garçon, parce qu'il y a aussi des moyens de contraception masculins. Eh bien, on lui laisse la possibilité de décider à quel moment elle va tomber enceinte. Donc, comme le dit le dessin, c'est moi le boss, c'est mon corps. Je décide où, quand et comment. D'accord? Je vais où aura lieu le rapport sexuel, à quel moment, voilà, est-ce que je serai chez, voilà, on va pas rentrer en détail, mais quand, c'est-à-dire à quel, voilà, comment exactement. Voilà, donc c'est elle qui décide. Vous voyez, le dessin est très clair. On met une barrière donc à l'apparition de spermatozoïdes, ce qui n'empêche pas d'avoir une sexualité. Alors, un peu d'histoire sur la contraception. Alors, très rapide, hein, parce qu'on pourrait parler aussi, on parlera en troisième, on fera aussi un peu d'histoire, mais on remettra ça dans le contexte aussi des lois IVG. D'accord? Donc, on repart suite à la Première Guerre mondiale, on est en juillet 1920, va sortir donc le 31 juillet 1920 une loi qui réprime la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est relancer la natalité. On va lutter contre les faiseuses d'anges, c'est-à-dire les femmes qui, pour récupérer entre guillemets l'honneur d'une jeune fille déflorée un peu jeune et donc qui tombe enceinte sans être mariée, ce qui était une catastrophe à l'époque, eh bien on pratique des avortements clandestins qui amènent parfois à des hémorragies terribles chez les jeunes filles, enfin à des décès, à des mutilations, enfin voilà. Et là, dans ce dessin est vraiment caractéristique de l'idée de l'époque, hein, de la mentalité de l'époque. La faiseuse d'ange dit à la jeune fille, entre guillemets, il vaut mieux qu'il soit là, cet enfant, qu'à l'assistance publique. C'est une phrase absolument terrible, qui dans notre contexte à nous actuel, choque énormément. Bon, à l'époque, les jeunes filles n'ont aucun droit. Hein. Voilà, donc il faut qu'elles soient mariées. Il faut qu'elles soient vierges au moment de leur mariage. Donc, avoir eu des rapports sexuels avant et en plus tomber enceinte, c'était vraiment un déshonneur total pour elle et pour la famille. Donc ça l'a bloquée complètement dans la suite de sa vie. Elle finissait, elle avait, voilà, la seule issue pour elle, c'était de rester vieille fille chez ses parents. Bon, donc plus personne ne voulait se marier avec elle. Donc elles n'avaient pas le choix que d'en passer par ce type de... Voilà, ou d'abandonner leurs enfants à l'assistante publique, ce qui rendait malheureux tout le monde. La jeune maman, parce qu'il y a quand même cet instinct maternel très fort, hein, puis certainement qu'elle a eu cet enfant avec un garçon qu'elle aimait, même si elle n'était pas mariée. Et puis, voilà, l'enfant aussi, parce qu'il était orphelin, et puis il n'avait aucune possibilité de savoir qui étaient ses parents. Donc, au lendemain de cette Première Guerre mondiale, eh bien, on a perdu 1,4 million de Français.
Donc cette crise démographique paralyse le pays, on est vraiment en pleine crise démographique, donc il faut des enfants, il faut repeupler. Voilà. En 1967, suite à un constat très clair, c'est qu'il y avait quand même encore à cette époque-là des familles très nombreuses, de plus de 10, 15, 20, avec un record de 28 enfants à cette époque-là en France, eh bien, une famille de 28 enfants, là on a quand même un homme politique, voilà, Lucien Neuwirth, qui lui a pris les choses en main. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le développement du mouvement féministe aussi, d'accord, pour lequel il était tout à fait d'accord. La femme devait pouvoir contrôler les naissances. Ce n'est pas qu'une machine à avoir des enfants. Donc il a proposé, le 28 décembre 1967, cette loi pour la légalisation de la contraception. Donc là, le petit article date de 2017, donc c'était il y a 50 ans, jour pour jour, donc il y a 53 ans, à Colombey-les-Deux-Églises, donc c'est le général de Gaulle qui signait cette loi qui va légaliser la prescription libre de la pilule contraceptive. Voilà, les femmes ont donc le droit de prendre la pilule et de contrôler un peu les moments où elles choisissaient d'avoir un enfant. Ça revient à la petite bande dessinée de tout à l'heure, où ça vous paraît tout à fait normal hein, d'avoir accès à ces pilules et de pouvoir contrôler, donc de ne pas tomber enceinte n'importe quand, et avec, voilà, bon, de contrôler aussi à quel moment vous voulez être maman. Mais vous voyez que c'est relativement récent, ça date que de 1967. En 1974, Simone Veil, que l'on va retrouver l'année prochaine lorsqu'on va étudier son texte sur la légalisation de l'IVG, eh bien, fait signer une loi, quelques mois avant celle sur l'IVG, qui fait en sorte que la pilule contraceptive soit remboursée par la sécurité sociale. Donc cette fois, non seulement les femmes ont accès librement à la... Donc ça fait suite à la loi de Lucien Neuwirth, mais Simone Veil rajoute le fait qu'il faut que ce soit gratuit. D'accord, il faut que l'accès à cette pilule contraceptive soit facile, qu'elle soit gratuite, donc remboursée par la sécurité sociale. D'accord? On notera aussi que voilà, la loi de 67 ne s'est pas appliquée forcément tout de suite, c'est-à-dire que l'accès à la contraception, l'accès libre à la pilule contraceptive ne s'est pas appliqué dès 67. Alors, vous pouvez noter que les femmes aujourd'hui sont libres de gérer leur grossesse. Vous voyez que c'est relativement récent, hein, ces lois. C'est pas très longtemps que les femmes ont le droit de gérer. Et ça, c'était toute une polémique à l'époque. Hein. Ce qui n'a pas tout. Voilà, il faut quand même reconnaître que cette loi de Neuwirth a été appliquée qu'en 72, alors qu'elle a été signée en 67. Et c'est à partir de 72 vraiment que les femmes ont vraiment cet accès libre à la pilule. La loi Veil de 74-75 complète donc celle qui a donné le droit à l'IVG à ces femmes. Donc là, vous avez une petite bande dessinée qui résume un peu ce que la mentalité de l'époque, qui perdure parfois encore aujourd'hui. C'est qu'une femme sans enfant, déjà à l'époque, c'était une femme un peu suspecte. Hein, on se demandait si ces femmes finalement n'étaient pas un peu bizarres. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Hein, c'est-à-dire, oh, c'est bizarre qu'elle n'ait pas d'enfant, c'est bizarre qu'elle se mette pas en couple, c'est bizarre qu'elle n'ait pas une vie classique. Il y a beaucoup d'intolérance à l'époque. Donc, on se demandait pourquoi ces femmes n'en voulaient pas. Voilà. Puis, vous voyez, donc cette femme avec des enfants, cette mère de famille, dit, mais alors à quoi tu sers? C'est très représentatif de l'idée de l'époque. Aujourd'hui, on a le droit de choisir, de privilégier ou non un certain mode de vie. On peut privilégier sa carrière, on peut privilégier à un certain moment, attendre un tout petit peu avant d'être parent, choisir peut-être de ne pas du tout être maman. Et ça se prend, c'est une décision qui se prend seule ou à deux, qu'on soit un homme et une femme, deux hommes, parce que les papas aussi, couple homosexuel, gay, ont le droit aussi d'avoir des enfants. Alors c'est pas encore quelque chose qui rentre dans les mœurs, mais après tout, pourquoi ils ne seraient pas de bons parents? Voilà, il n'y a pas de raison. L'important, c'est de donner une bonne éducation à l'enfant. C'est un débat assez particulier. Là, je donne des pistes. Hein, je ne vous incite pas à penser ce que je viens de dire, mais réfléchissez. Un enfant, il a besoin de présence. Il a besoin d'être éduqué. Il a besoin d'être encadré. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi, à la limite, on empêche des gens tout à fait capables d'éduquer des enfants de le faire. Et même pour eux, pour leur épanouissement personnel, c'est quand même un couple. Donc c'est difficile d'envisager l'avenir qu'à deux, tout seul, sauf si on l'a choisi. Donc, il y a un côté un peu injuste aussi,
entre les couples de femmes et les couples d'hommes, les couples hétéros. Donc il y a quand même 2 couples sur 3 à qui on donne l'accès à la maternité. Voilà, et à la possibilité d'avoir des enfants. Et il y a 1 couple sur 3 à qui visiblement on aurait tendance à plutôt voilà, soit le refuser, soit le critiquer, ce qui est injuste. Voilà, il faut aussi respecter aussi, voilà, la vie de chacun. Donc là, effectivement, nous ne sommes pas que des réservoirs à enfants, on doit pouvoir choisir. Si on a envie d'avoir une famille très nombreuse, bah écoutez, voilà, on y va. Et puis s'il y a des moments dans votre vie où vous allez peut-être ne pas ressentir le besoin d'avoir des enfants ou fonder une famille, puis des moments où vous allez ressentir le besoin. Il faut que ces enfants puissent être heureux. Donc il faut qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. Donc depuis 2001, une nouvelle loi aussi va faciliter l'accès à la contraception, donc pour les jeunes filles mineures cette fois, en les dispensant d'accord parental. Donc le but, c'est pas d'inciter les jeunes filles mineures à coucher très tôt et puis voilà, à se cacher des parents, c'est pas ça. C'est que dans certaines situations familiales où c'est très violent et où malheureusement on a une jeune fille mineure qui tombe enceinte, eh bien il faut quand même pouvoir faire en sorte qu'elle ait accès, voilà, sans être confronté à cette violence-là. Et puis, on peut avoir aussi une jeune fille mineure qui, par hasard, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'éducation, hein, mais qui par hasard va tomber amoureuse, je donne un exemple, hein, qui va avoir un rapport sexuel avec le jeune garçon, et qui tombe enceinte. Voilà. Il faut qu'elle puisse avoir accès à la contraception d'urgence, si elle le souhaite, c'est-à-dire qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose qui peut déséquilibrer sa famille, qui peut déséquilibrer ses rapports. Enfin, on touche là vraiment au libre arbitre. Voilà. Et puis, ça peut être aussi pour une question de rapidité d'action. Voilà, le temps que la famille réagisse, le temps qu'il y ait des conflits qui se déclenchent, parce qu'automatiquement il y aura des conflits, peut-être que ça mettra la jeune fille mineure et même la famille dans une situation difficile. Donc on laisse de plus en plus de liberté. Ça vous permet aussi d'avoir accès à une contraception plus jeune, parce que vous sentez que voilà, vous allez avoir des rapports sexuels, que vous allez vous cacher de vos parents, et qu'il faut vous protéger. Voilà. Donc il y a beaucoup de jeunes filles qui cachent, aussi beaucoup de jeunes garçons qui cachent aussi le fait qu'il y ait les parents qui ne sont pas toujours conscients que, même moi, en tant que parent, ça serait difficile pour moi d'imaginer que mes enfants à 13, 14 ans, voilà, on n'imagine pas, on vous voit encore vraiment comme des enfants, voilà, j'ai dit le mot, et donc on n'imagine pas. Donc il faut pouvoir avoir accès à cette contraception. Je précise quand même qu'elle est quand même relativement libre, en vente libre dans les grands magasins, voilà, donc voilà, il y a quand même un moyen contraceptif qui est masculin peut-être, mais qui protège contre tout, contre une grossesse non désirée, et contre aussi des maladies, toutes les maladies possibles, c'est le préservatif. Sans avoir des choses très compliquées à aller chercher comme moyen de contraception. Alors, quels sont ces différents moyens contraceptifs? Eh bien, on va voir leur nature et leur mode d'action à travers une petite vidéo très rapide. Vous prenez des notes, d'accord, sur cette vidéo, et puis vous aurez un bilan tout à l'heure donc sur ces notes. Hein. Allez, on y va. 90 secondes pour te connaître. Alors voilà donc pour cette première approche. Je vous ai fait donc un imprimé écran donc, de ce que vous avez comme image à la fin de la vidéo. Vous pouvez
recopier ou faire comme moi, c'est-à-dire voilà, arrêter la vidéo, prendre le petit lasso par exemple qui est en dessous et puis faire une sélection, faire un arrêt d'écran. L'important c'est que vous compreniez qu'il y a à peu près 5 grandes catégories. Alors là j'ai mis que des moyens de contraception non naturels. Après vous avez, comme c'est indiqué dans la définition, des procédures, des méthodes plus ou moins efficaces. Là je suis vraiment partie dans les choses qui sont très efficaces, voire radicales. Hein. Ce qui est en bas à droite, c'est vraiment à éviter, sauf si vraiment on a beaucoup d'enfants, que le reste ne fonctionne pas très bien, que vous avez des difficultés médicales qui font que vous ne pouvez pas, des contre-indications médicales qui font que vous ne pouvez pas utiliser l'un ou l'autre des contraceptifs. Là vraiment c'est des stérilisations radicales et surtout irréversibles, donc faire très attention. Mais en tout cas, ces méthodes naturelles, vous avez par exemple la méthode des températures, on y reviendra plutôt l'année prochaine. Quand on fera d'autres thèmes sur avoir une sexualité donc responsable vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Donc je me respecte et je respecte les autres. Là, ces 5 grandes catégories, d'abord c'est les contraceptifs donc mécaniques, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, il y en a deux catégories, il y a les préservatifs, donc masculins et féminins, dans le féminin étant un peu plus difficile à utiliser. Il faut vraiment s'en servir avec rigueur, savoir le positionner correctement et le retirer donc correctement. Et vous avez eu donc l'intervention du planning familial pour ça, donc ces dames qui vous ont très bien expliqué comment il fallait faire, tout du moins pour le préservatif masculin. Les contraceptifs chimiques appelés spermicides, alors sous forme soit de crème, de petits tubes qu'on applique à l'entrée du col de l'utérus, soit sous forme de petites éponges qu'on place à l'entrée du col de l'utérus, ont fait barrière, soit avec un produit chimique, soit avec une barrière mécanique à l'entrée des spermatozoïdes. Deuxième chose, on va agir sur l'implantation du bébé, c'est-à-dire qu'on va empêcher le bébé de s'implanter dans la cavité utérine, et donc on va utiliser des contraceptifs intra-utérins ou des dispositifs intra-utérins. Alors c'est ce qu'on appelle communément les stérilés, il peut y en avoir soit en cuivre uniquement, soit hormonaux. Là, dans tous les cas, qu'on soit en cuivre ou hormonal, on a des actions un petit peu différentes en cuivre pour agir sur les spermatozoïdes. Et puis, enfin, voilà. Dans tous les cas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais dans tous les cas, le but, c'est d'empêcher l'anidation. Cette fois, il faut vraiment comprendre qu'il faut l'intervention d'un gynécologue. C'est lui qui vous le place et qui le retire, et qu'il y a un suivi médical. D'accord ? Les contraceptifs hormonaux sont les plus connus, les plus, on verra tout à l'heure, hein, ceux que vous connaissez le mieux. Bon, il y a la pilule, il y a l'anneau vaginal, il y a l'implant, il y a les patchs, etc. Donc attention, ça devient complètement inefficace en cas d'oubli, ou si on arrête le traitement comme ça sauvagement en disant c'est pas grave, je vais arrêter ma pilule pendant un jour ou deux, je l'ai oublié, mais ça fait rien, allez, je le reprendrai plus tard, ou j'en ai marre de la prendre, puis ou alors j'en ai plus, et puis j'ai pas le temps d'aller en chercher. Ça c'est vraiment pour le suivi d'une contraception, voilà, donc ces trois types de méthodes, c'est vraiment pour une contraception régulière. Voilà. Si on a le rapport sexuel et qu'on n'est pas sûr d'avoir une contraception, si on ne se rappelle plus pour des raisons X ou Y, si on a pris sa pilule ou si on était malade au moment de prendre la pilule et qu'on a un rapport sexuel quand même. Donc c'est souvent dans des situations un peu compliquées, il y a un petit peu peut-être aussi d'alcool, etc. On ne sait plus trop ce qui s'est passé. Bon, alors on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a cette possibilité d'avoir des contraceptifs d'urgence, la pilule du lendemain et maintenant du surlendemain. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure à la fin jusqu'à combien de temps on a après le rapport sexuel, entre guillemets, à risque. À risque par rapport à la grossesse. On verra l'année prochaine à risque par rapport aux maladies. Alors, solution radicale, mais surtout irréversible. Faites très attention. Là. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Hein, c'est une stérilisation. La vasectomie est donc la rupture des canaux déférents. Et la ligature des trompes, comme son nom l'indique, soit la coupure, soit le clamp, c'est-à-dire qu'on pince les trompes pour éviter donc, qu'il y ait un contact entre l'ovule et les spermatozoïdes. Donc là, c'est vraiment une stérilisation hein, chez le garçon. Enfin, une stérilisation, c'est pas vraiment ça. Il n'est pas stérile, c'est-à-dire qu'il produit encore des spermatozoïdes, mais dans le sperme, il n'y a plus de spermatozoïdes, c'est-à-dire que le sperme n'est plus fertile. Voilà, pour dire les choses comme ça. Et puis, donc on ne rend pas la personne stérile, on la rend infertile. Mais elle peut continuer à avoir des rapports sexuels, tout marche bien. Et ligature des trompes, écoutez, tout fonctionne correctement, sauf que mécaniquement, eh bien, l'ovule ne peut plus atteindre, ou le spermatozoïde ne peut plus atteindre l'ovule. On met une barrière irréversible entre les deux. Alors, on va comparer donc les 5 méthodes à travers ce tableau. Donc, j'ai choisi 3 couleurs, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure dans les schémas qui suivent. En violet, les contraceptifs mécaniques, ce qu'on a vu tout à l'heure. En vert clair, les contraceptifs intra-utérins, et puis en jaune, les contraceptifs hormonaux.
Donc là, on a quand même, dans ce tableau, 2 contraceptifs mécaniques. J'en ai rajouté un qui n'était pas dans le tableau, dans la liste tout à l'heure, qui n'était pas dans la petite vidéo. Je vais essayer d'aller doucement pour pas tout effacer, parce que c'est assez foncé. J'ai le préservatif et le diaphragme, qui est une espèce d'enveloppe semi-sphérique que l'on place sur, qui moule un peu le col de l'utérus, et qui fait un peu la forme d'une demi-sphère qu'on met contre le col de l'utérus et qui empêche évidemment le contact entre les spermatozoïdes et l'ovule. Préservatif, l'avantage c'est qu'il est pratique et économique. L'inconvénient c'est que si on ne fait pas les choses comme il faut, il y a des risques de déchirure, ou d'éclatement peut-être, des risques d'allergie au latex. C'est pour le préservatif masculin essentiellement eux qui doivent prendre en charge, donc pas essentiellement eux, mais c'est eux qui vont placer ce préservatif donc, sur le pénis. Ça empêche la fécondation et c'est efficace à 100% si c'est intact jusqu'à la fin de l'acte. Voilà. Vous avez aussi le préservatif féminin, mais qui est plus compliqué à disposer. Le diaphragme, qui est non allergique, discret, mais qui est très cher, bruyant, non recommandé au premier rapport sexuel. C'est typiquement le moyen de contraception des années 70. Il faut le connaître, mais bon, c'est rare que qu'on vous propose ce type de, de contraception. Ça empêche la fécondation et ça n'est pas efficace à 100% par contre. Maintenant, dans les dispositifs, les contraceptifs intra-utérins, vous vous souvenez, on avait parlé du stérilet tout à l'heure dans la petite vidéo. Alors l'avantage du stérilet et ses inconvénients, vous allez les voir tout de suite. Les avantages, c'est qu'on le place quand même pour 3 ans, 5 ans. Il faut le changer régulièrement. Ça force aussi à avoir des visites chez le gynécologue, ce qui n'est quand même pas une mauvaise chose. Donc on fait régulièrement vérifier tout ça. Donc là, j'ai des avantages, comme c'était assez long, j'ai préféré le faire à l'oral. Alors le risque, il y a risque d'infection des bronches, donc stérilité, vraiment, si on oublie d'aller retourner au bout de 3 ans ou 5 ans chez le gynécologue, ça c'est en cas de mauvaise utilisation. Il faut avoir déjà eu un enfant pour pouvoir porter un stérilet. Il faut que l'utérus ait déjà été distendu une première fois, que les muscles intra-utérins aient déjà fonctionné pour qu'on puisse le placer. Il empêche la nidation, il est efficace à 99%. Maintenant, dans les dispositifs hormonaux, je vous en ai mis 2, il y en a évidemment d'autres. Hein. Je vous ai placé dans ce tableau pour comparer donc la pilule et l'implant, d'accord, qui sont les 2 moyens chimiques les plus utilisés, les 2 moyens hormonaux les plus utilisés. La pilule, elle est pratique parce que ça se prend facilement par voie orale, mais il y a des effets secondaires. Parfois, certaines femmes ressentent des vomissements, une légère prise de poids. Ça, au tout début, on l'utilise, après ça disparaît. Alors, il faut être en âge de procréer pour prendre la pilule, hein, d'accord. Alors, certaines pilules sont assez particulières. Je pense à la Diane 35, par exemple Diane 35, qui au départ n'était pas une pilule contraceptive, mais était une pilule qu'on prescrivait, donc c'était pas vraiment une pilule, c'était un médicament qu'on prescrivait aux jeunes filles pour régler leurs problèmes d'acné. Et on s'est rendu compte qu'après, elle était parfaitement bien adaptée aussi comme moyen de contraception à cet âge-là. Donc, elle empêche l'ovulation, elle est efficace à 99,9%, le 0,1 manquant étant une mauvaise utilisation. Mauvaise prise, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. L'implant contraceptif est très pratique, bon il est cher par contre, hein. Et puis il peut provoquer des petits saignements entre les règles, des migraines, une légère prise de poids, donc c'est vraiment les effets secondaires qu'on peut rencontrer chez quelques jeunes femmes. Il peut être aussi ne pas forcément être dosé pour vous, voilà, un implant, voilà, c'est la dose pour tout le monde. Donc on ne peut pas forcément gérer la quantité de contraceptifs à l'intérieur, c'est pour les jeunes filles évidemment. Ça empêche l'ovulation, efficacité 99,9%, vous avez compris pourquoi il y a 0,1%, ceci se détache. Il faut faire attention aussi où on le place, hein, ce contraceptif. Voilà donc pour quelques comparaisons entre les avantages, inconvénients et modes d'action. On va replacer tout ça dans le contexte, c'est-à-dire dans l'appareil reproducteur de la jeune fille, avec toujours en violet les contraceptifs mécaniques. Donc on voit que là, dans ce schéma, il va bloquer, il empêche la rencontre des gamètes. Donc c'est le préservatif masculin, le préservatif féminin, j'ai fait une faute, hein, excusez-moi, je vais supprimer le S. Le diaphragme, les spermicides. Ensuite, les contraceptifs intra-utérins, stérilés ou dispositifs intra-utérins, ça évite l'anidation de l'embryon, donc ça agit au niveau de la muqueuse utérine. Donc le stérilet est placé à l'intérieur ici, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il sera placé ici, donc à l'intérieur hein, de l'utérus, et il y aura une petite ficelle qui va sortir ici. D'accord, donc placé par votre gynécologue. Et puis on a ces dispositifs hormonaux qui évitent l'ovulation. On voit qu'ils agissent directement comme la croix le montre. Donc c'est la pilule contraceptive, le patch contraceptif, l'implant, l'anneau vaginal, etc. Quelles sont les méthodes de contraception les plus utilisées? Alors là, c'est un petit exercice, même principe. Vous allez repérer dans ce graphique en bâtonnet les 3 moyens de contraception les plus utilisés en France.
Ensuite, vous allez chercher quel est le moyen qui est privilégié par les jeunes femmes de moins de 25 ans. D'accord? Et ensuite, me dire par quoi ce moyen est remplacé chez les plus de 25 ans. D'accord? Donc, je vous laisse vous arrêter la vidéo pour chercher, et je vous donne la correction. Alors, cette correction, donc, on l'a fait sous cette forme. Les méthodes les plus utilisées sont la pilule, d'après le graphique, à 33,2%. D'accord? Donc, j'ai pris le graphique qui était le bâtonnet, pardon, qui était le plus à droite. Ensuite, c'est le stérilet, 25,6%. Et enfin, le préservatif masculin à 15,5%. Alors, vous avez vu qu'il y a des couleurs. Ces couleurs sont exactement les mêmes que celles que j'ai choisies dans les deux schémas et dans le tableau. D'accord? C'est-à-dire que la pilule est un moyen contraceptif hormonal, donc je l'ai déjà mis en jaune, même dans tous les documents, y compris dans ce graphique en bâtonnet. Le stérilet est un moyen contraceptif donc intra-utérin, donc c'était en vert, et le préservatif est un moyen de contraception donc en violet, donc un moyen de contraception mécanique. La pilule, pour répondre à la deuxième question, est choisie en priorité par les jeunes filles entre 15 et 24 ans, et puis son utilisation diminue ensuite au profit du stérilet et du préservatif masculin chez les jeunes femmes de plus de 25 ans. Il y a un côté plus pratique, d'accord? Si elles ont déjà eu un enfant, évidemment, le stérilet, plus pratique et plus facile à utiliser que la pilule. On n'est pas obligé de prendre tous les jours donc cette pilule. Et puis le préservatif masculin, c'est quand même quelque chose qui permet un partage entre les deux partenaires. Voilà, les deux peuvent y penser, les deux peuvent en avoir un, puis on verra surtout que ça nous protège contre autre chose qu'une grossesse non désirée. Donc chacun va utiliser un contraceptif adapté à la fois à son âge et à sa situation. Donc la meilleure contraception, c'est celle que vous allez choisir. Hein. Vous avez ici une publicité donc, pour la contraception. Chacun et chacune, vous voyez qu'il y a des garçons aussi, hein. Lui il dit ma contraception est en latex. Cet homme-là dit la mienne est définitive. Donc c'est un homme âgé qui a opté pour la vasectomie. Et puis on va continuer à avoir des rapports sexuels, mais voilà, sans avoir de possibilité, sans avoir plus de possibilité du tout d'être père. Donc chacune va choisir en fonction et chacun de sa situation. Alors, le préservatif est aussi le seul moyen pour se protéger contre les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. On les développera l'année prochaine, c'est un sujet quand même assez sensible. Je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut quand même qu'on ait vu le cours sur la façon dont le corps se défend contre les maladies. Surtout si on parle du VIH et du sida, ce que je suis en train de souligner. Vous avez plein de maladies, vous avez donc la chlamydia, la gonocorrhée, la syphilis, les hépatites. Voilà, donc voilà, le virus du papillomavirus, on parlera évidemment de la vaccination contre ce virus l'année prochaine. Et puis, c'est quand même ce préservatif le seul moyen vraiment de se protéger à 100% contre ça. Et puis, contre une grossesse non désirée, on fait d'une pierre deux coups, entre guillemets. Donc voilà, c'est important. Puis c'est important aussi, ce préservatif féminin ou masculin, pour les couples qui ne sont pas concernés par la grossesse non désirée. C'est-à-dire ces couples homosexuels qui, par contre, ont un gros risque par rapport aux IST. Donc la contraception devient pour eux aussi un moyen de protection, tout simplement. Alors, si je veux être responsable de ma sexualité, il va falloir que je prenne, même à mon âge, pas le mien, je parle à votre nom, à 13, 14 ans, il faut vraiment que je me respecte, d'accord? Que je respecte les autres, que je sois pas harceleur, même si je suis très amoureux, très amoureuse, que j'en devienne pas à ne pas contrôler mon comportement. Donc c'est une question de respect de soi-même et des autres. Je vais être conscient d'une chose très importante, c'est qu'après un rapport sexuel sans contraception, je peux mettre en route une nouvelle vie. D'accord? Que je peux devenir le père ou la mère de ce nouvel être humain. D'accord? Et en être responsable. Donc l'accès à la contraception est facile et gratuite dans les centres de planification, par exemple. Préservatif, vous êtes dans une grande surface. Voilà. Mais je sais aussi que je peux faire appel à une contraception d'urgence si j'ai un doute. D'accord? Après un rapport sexuel non mal protégé, après un oubli de pilule, vous avez 5 jours pour agir. D'accord? Vous avez vu quand même que les jeunes filles ont quand même un certain poids. Elles doivent être beaucoup plus responsables. Elles ont une responsabilité supplémentaire à partir du moment où elles vont devoir porter cet enfant. Mais c'est pas elles sont pas toutes seules responsables du fait qu'il a été conçu. Le père est responsable autant que la mère de la conception de cet enfant. Mais par contre, c'est elle qui va devoir gérer ensuite le fait de porter, d'accord, et parfois même d'assumer seule cet enfant. Là, je parle à des jeunes femmes, par exemple, qui sont plus âgées, qui sont donc des femmes, cette fois installées, même, j'allais dire, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, et qui se retrouvent avec des enfants à charge.
Et puis on pense aussi aux pères qui se retrouvent parfois aussi avec les enfants en charge. Enfin, c'est toujours une responsabilité. Donc avant de mettre en route une vie, d'accord, qu'on aura peut-être du mal à assumer, eh bien il faut y réfléchir et y penser. La responsabilité, le respect, d'accord, prendre pleinement conscience de ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Se protéger aussi contre les maladies. Seuls les préservatifs féminins ou masculins peuvent me protéger contre les infections sexuellement transmissibles. D'accord? Et donc, je vais pouvoir gérer tout ça, ma sexualité, mais aussi au moment où je voudrais être parent, je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir gérer ma contraception. Alors, je vous remercie, j'espère que j'ai été claire, que j'ai répondu un peu à toutes vos questions, vos interrogations. Je vous dis à bientôt, donc je prépare une nouvelle vidéo, cette fois on va changer de thème complètement. On va s'intéresser donc dans les prochaines vidéos. Donc là, je vais y arriver, pardon. Prochain thème, ce sera, on va changer complètement, on va revenir à un thème 2, le vivant et son évolution avec la façon dont les plantes, d'accord, se développent et se nourrissent, la cellule végétale. Et puis on fera un petit rappel sur la cellule animale. Et puis en toute fin d'année, donc bientôt là dans les semaines qui viennent, on s'intéressera à la communication nerveuse. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.